comment dépenser l'argent qu'on gagne? La bonne alternative, c'est de dépenser le moins possible. Le premier investissement, c'est celui qu'on fait en nous-mêmes, en fait. Et ça, on le perd jamais, en fait. Ma relation avec l'argent que j'ai aujourd'hui, c'est plus une relation d'amour où je l'embrasse, mon argent, mon compte bancaire, je suis avec ça comme ça. Non, c'est plus ça. Non, je fais plus ça, tu vois. C'est plus une relation de frère, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Moi, j'en suis arrivée à ma sécurité ne dépend pas, en fait, de l'argent qu'il y a sur mon compte. Prenez toujours des risques qui vous permettent de rejouer la partie. Prends tous les risques que tu veux. Mais si ce risque-là, au cas où ça se passe mal, si ça t'empêche de pouvoir rejouer le jeu, bah ça sert à rien en fait. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment tu dépenses ton argent personnellement. Alors, moi, tu allais dire quelque chose. Non, peut-être. en fait, je pense que... Donc, il y a un truc par rapport à ce sujet-là. C'est que tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand tu as parlé de ne pas parler de se priver, ne pas parler de skip le café, ce genre de choses. Parce que quand on parle, généralement, quand tu prends le sujet... Oups. Donc, généralement, quand tu prends le sujet, un peu comme Benny a dit, tu vois plus l'aspect de si je ne dois pas dépenser, ce que je contrôle, c'est ce qui sort, la bonne alternative, c'est de dépenser le moins possible. Ouais. Et pendant longtemps, même Benny, en fait, je pense que l'année surpassée, on a eu plein de conversations avec Benny parce qu'il était dans la position où il gagnait beaucoup plus d'argent qu'il y a quelques mois, mais il dépensait rien du tout. Et il y a plein de choses. En fait, dans ce scénario-là, tu remarques souvent qu'il y a plein de choses qui peuvent t'aider à aller plus vite, plein de choses qui peuvent t'aider à augmenter ce que tu gagnes, mais que tu laisses de côté parce que tu es vraiment dans la logique de je dois save, je dois épargner jusqu'au dernier centime. Oui. Et moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ce sujet-là, vraiment, c'est la balance, donc l'équilibre entre les deux. Parce que on sait qu'on doit épargner. Donc, la question de comment est-ce qu'on dépense, on sait qu'on ne doit pas dépenser beaucoup ou plus que ce qu'il ne faut. On sait qu'on doit économiser de l'argent. Tout à l'heure, tu as parlé de gaspillage. C'est quoi l'équilibre, en fait, quand on parle de dépenser de l'argent, en vrai? Tu vois, je trouve que ça, c'est assez intéressant parce que c'est un truc sur lequel tu vas pas... C'est flou, en fait. Donc, tu vas pas googler un truc. Si tu googles un truc, automatiquement, on va te dire, oui, économise de l'argent. Si tu ne dois pas dépenser un truc, ne dépense pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique, en fait? Alors, moi, en fait, la question, elle est vraiment intéressante. Elle est intéressante, il n'y a pas une réponse unique, en fait, mais je vais y répondre, en fait. C'est mon genre préféré de question. Non, en fait, c'est pour ça que, en fait, moi, quand je commence à travailler avec les personnes que j'accompagne, je pars toujours d'une question, c'est qu'est-ce que tu veux, en fait? Okay. C'est toi, Naël, qu'est-ce que... Oui, mais... Supposons que c'est ça. Non, ok, tu veux être millionnaire, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Être millionnaire? Oui, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être millionnaire? C'est peser plus d'1 million d'euros. Ok, mais au-delà de l'argent, qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent-là? Qu'est-ce qui est important pour toi? Je vais répondre pour Benny. Organiser un mariage et prendre une année où il ne travaille pas pour faire. Ok, donc il y a le mariage qui est important. Une année sabbatique, c'est ça? Tu vois, je connais. C'est bien ça? Oui, mais après, en fait, ça, c'est vraiment la version court terme. Parce que mais pour toi, quand tu me dis, ok, je veux être millionnaire, qu'est-ce que tu mets derrière je veux être millionnaire? Quelle est la vie que tu mets derrière? Quel est ton planning aussi que tu mets derrière? Vraiment, en fait, parce qu'on dit souvent, je veux être millionnaire, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que je veux être millionnaire, moi, Nina, à 41 ans, c'est peut-être pas la même chose pour toi que... C'est pas la même chose pour nous deux, et sans doute que c'est pas la même chose pour Benny et pour les personnes qui nous écoutent, en fait. Donc, en fait, partir toujours de moi, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui est important pour moi, tu vois? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et une fois qu'on a répondu à cette question, sur quoi je ne suis pas prête, en fait, à faire des concessions? C'est-à-dire que moi, personnellement, même si c'est une fois par mois, j'aime, en fait,
prendre du temps, aller m'asseoir dans un café. Et souvent, j'aime les grands pâtissiers. Donc, en fait, j'aime quand, dans la journée, je veux bien, en fait, dans la journée, dans le mois, peu importe. Mais quand j'ai envie, là, maintenant, tout de suite, que je veux m'offrir, en fait, une pâtisserie de Pierre, mais de filles, de peu importe qui, je veux pouvoir me l'offrir. Mais quelqu'un d'autre, ça n'a aucune importance pour lui. Moi, en fait, ce que je mange, c'est hyper important, ce qui fait que ça fait des années que je mange bio. Ça me coûte une blinde, mais je sais que ce que je mange, c'est aussi ma santé. Et donc ça, c'est important pour moi. Donc en fait, comment je dépense mon argent ? La réponse c'est je dépense mon argent en fonction de mes objectifs à moi. Moi, Nina, aujourd'hui, mon objectif, personnellement, en tant qu'entrepreneur, c'est de faire grossir ma boîte. Donc, en fait, il y a beaucoup d'investissements que je fais. Je prends des gros risques, en fait, sur ce qui rentre. Et il y a une grosse partie, en fait, qui va directement dans mon entreprise. C'est-à-dire que j'ai une marque qui est déposée en France, en Europe. Je suis entourée d'avocates, et pas une, deux. Je travaille avec un designer, j'ai 2 assistants. Donc, en fait, comment je dépense mon argent, ça sera jamais la même chose qu'une mère de famille qui a 2 enfants, en fait. Mm-hmm. Par contre, la façon dont elle va dépenser, ce qui va sortir, il faut que ce soit en adéquation avec c'est quoi son rêve, en fait. Si, en fait, cette année, je me dis, moi, ce que je veux, en fait, pour mes enfants, c'est de pouvoir leur offrir ce vacances, en fait, à la mer. Donc, en fait, la façon dont je vais dépenser mon argent aujourd'hui, c'est la première chose, OK, ma rémunération arrive, la première chose qu'on fait, quoi qu'il arrive, dès que l'argent arrive, on met de côté, en fait. Souvent, les gens se disent, OK, l'argent arrive, je vais dépenser, après je mets de côté. Non, même si c'est 10%, peu importe, on met de côté, OK? Mais on met de côté en fonction de ses projets. Ouais. Parce que souvent, les gens mettent de côté et se disent, OK, j'ai mis 10% de côté. Mais dans les 10%, c'est quoi? Ça représente quoi, en fait? Et ça, on le split, en fait, OK? Ouais. Maintenant, la façon, je finis juste là-dessus, mais la façon dont, en fait, je vais dépenser de l'argent, c'est si mon voyage est important pour moi, peut-être que 5 restos dans le mois, c'est pas nécessaire, en fait. Et est-ce que je suis prête, en fait, à faire des concessions dessus? Donc, c'est pour ça que moi, l'idée, c'est de toujours partir sur, OK, ça, c'est important pour moi, ça, deuxième, c'est, priorité 1. On va prendre P1. P, c'est priorité, OK? Pour les gens qui ne savent pas, en fait, parce qu'il y a tout le monde qui écoute. On va sortir un tableau. Non, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est les P. En fait, c'est ça. C'est ma priorité numéro 1, c'est mon voyage cette année. Donc, en fait, la façon dont je vais dépenser doit refléter cette priorité-là. Et le reste, en fait, c'est peut-être que 5 restos dans le mois, c'est pas nécessaire. Peut-être que si je me dis, je vais m'offrir, allez, une copine m'appelle pour dire, oh, on book un voyage pour Dubaï. Mais en fait, peut-être que mon voyage de cet été est plus important. Donc, en fait, comment je dépense mon argent va dépendre de, 1, qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi. Et tu as évoqué un sujet que je trouve très intéressant, c'est le fait que certaines personnes, et tu donnais l'exemple de Benny, de Benny, tu disais qu'en fait, on économise pour économiser, en fait. Et on a cette peur-là de se dire, je veux atteindre tel niveau d'économie, donc je ne vis pas, en fait. Et moi, je suis complètement contre ça, en fait. Et ça reflète aussi notre histoire parfois personnelle et notre relation à l'argent. C'est-à-dire que j'ai gagné. Mais j'ai tellement peur, en fait, que ça s'en aille, que j'ai peur, en fait, que je me dis, il faut que j'économise à tout prix, en fait. Mais parfois, il faut trouver l'équilibre entre ce qui est important pour moi, ce que je veux, en fait. OK, tu veux être millionnaire, mais je suis sûre, Benny, que être millionnaire, c'est juste un mot, en fait, pour toi. Il faut vraiment que tu creuses plus pour dire, 1, déjà, pourquoi je veux être millionnaire, et 2, qu'est-ce que je mets derrière, en fait. Parce que, en fait, des fois, ce qu'il y a derrière, c'est ça le chemin, en fait. Et on le voit pas toujours. Et peut-être que de cumuler, en fait, les parts pour dire je vais cumuler, c'est pas la bonne solution. Et de prendre, en fait, une partie dedans pour dire, mais en fait, si je mets en place ces stratégies, si j'investis dans telle chose, je peux atteindre mon rêve d'être millionnaire plus rapidement, en fait, plutôt que de cumuler, tu vois. Mais souvent, les personnes qui vont cumuler l'argent, et ça, c'est un tips, en fait, que je donne, c'est de regarder, en fait, comment, quand j'étais petite, qu'est-ce qui m'a manqué, en fait? Qu'est-ce que mes parents faisaient par rapport à l'argent? Est-ce qu'on a manqué de quelque chose? Est-ce que des fois, c'est juste des petites choses, en fait, et d'avoir cette introspection et de se dire, mais
En fait, ça me rappelle ça. Si je manque d'argent, voilà le stress que ça crée en moi. Mais pourquoi ça crée ce stress-là? Parce que X, Y, Z. Parce que moi, quand j'étais petite, on avait beaucoup, mais en fait, du jour au lendemain, on n'en avait plus, en fait. Et moi-même, en fait, j'ai dû faire ce travail-là pour me dire, je n'ai plus ce stress-là et que si je dois mettre 10 000 € sur la table ou 15 000 € sur la table ou aller acheter une formation de X montant, souvent, quand on est entrepreneur, on a peur de ces choses-là et on réfléchit 10 millions de fois. Alors que parfois, de mettre cet argent sur la table, on accélère 2 fois, 3 fois plus, en fait. Ouais. Et ça, on ne le voit pas toujours, en fait, tu vois. Donc, juste pour fermer la parenthèse, comment je dépense mon argent? Je dépense mon argent en fonction de mes objectifs à moi et ce qui est important pour moi. Et le reste qui n'est pas important, je vais faire des concessions dessus, justement. OK. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais. Je trouve que... Personnellement, je m'attendais à des pourcentages. Genre, en termes de... Non. Pour toi, à ton niveau, pas un truc général pour tout le monde. Genre, ce à quoi je m'attendais, c'est il y a ton entreprise et il y a tes finances personnelles. Oui. Donc, supposons que tu te vires un salaire. Okay? Oui. Si tu te vires un salaire, par exemple, maintenant, ton entreprise gagne 10-15 000 € par mois et tu te vires un salaire de 3 000 € chaque mois. Ces 3 000 € comment tu le dépenses? Est-ce que... Je sais pas, juste en fait, comment tu les répartis, tu épargnes combien de pourcents? Comment moi, parce que il y a un truc aussi que je veux préciser, c'est que souvent on va dire oui, il faut mettre 50% en tel, 30% en tel. Moi, je suis contre parce que on n'a pas tous les mêmes vies. Moi, je suis célibataire. Il y a des mères sans enfants, il y a des mères avec enfants. Il y a des gens qui sont divorcés. On peut pas être tous pareils. Et donc moi, cette histoire de pourcentage, non. Par contre, moi, Nina, personnellement, comment je fais, c'est que une seule fois dans l'année, je fais un tableau de budget, en fait. Je fais un budget et je sais, en fait, à l'avance, voilà mes dépenses obligatoires. Déjà, voilà mon épargne, en fait, parce qu'en termes d'objectifs, par exemple, j'ai de l'argent qui part en bourse automatiquement. J'ai de l'argent qui part, en fait, dans d'autres types d'investissements, dans l'assurance vie. J'ai environ 3-4, en fait, types d'investissements où dès que j'ai l'argent qui arrive sur le compte, tout ça c'est prélevé automatiquement. Donc, je n'ai pas à penser à ça. Ensuite, le deuxième niveau, c'est les dépenses obligatoires et à mes loisirs, en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de m'offrir ton café, hein. Je suis pas café, je suis plutôt thé, mais en fait, j'aime me faire plaisir. En fait, et moi, quand je le sais, hein, quand j'enlève cette notion de plaisir, et si je dois compter, je ne suis pas bien, en fait. Ça m'énerve, en fait, de compter chaque sou, en fait. Et peut-être qu'une autre personne, mais moi, Nina, personnellement, et peut-être que c'est aussi compte tenu de ma vie, mon parcours et tout ça, quand je veux acheter quelque chose, je vais l'acheter. Mais par contre, je vais pas être du genre non plus, j'ai envie d'acheter un truc qui coûte 1000 balles, je prends les 1000 balles. Non. En fait, c'est planifié, en fait, à l'avance. Tu vois, c'est vraiment, donc, moi, dans ma façon de dépenser, quand il y a mon argent qui arrive, il y a tous mes investissements qui sont prélevés automatiquement. Donc, ensuite, il y a mes dépenses, obligatoires qui vont partir à peu près, j'en ai pour aller 1000 et quelques euros, 1200, 1300. Et après, je vire, en fait. Alors, j'ai l'argent, en fait, pour mes loisirs, pour mes restaurants et tout ça. Ça va sur un autre compte que, en fait, je gère, en fait. Que si j'ai besoin d'acheter, je sais qu'il y a l'argent sur ce compte-là, je vais dépenser. Et puis après, il va y avoir les vacances, etc. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, moi, je suis dans une période où je fais moins de voyages parce que le reste de mon argent va dans mon entreprise, en fait. Et c'est pour un temps donné. Tu vois, par exemple, je vais faire, en fait, un apport en compte d'associé, c'est-à-dire que j'ai une société, je suis pas en auto-entreprise, j'ai une société, paye des taxes à l'État, tout ça. Dieu du ciel. Mais pour ceux qui sont pressés d'enregistrer les sociétés. Seigneur. Les impôts vous font mal. Est-ce que vous êtes prêts? Non, mais vous êtes vraiment prêts. Non, mais voilà, en fait, tout ça, ça coûte de l'argent et parfois, en fait, il y a un déséquilibre entre ce qu'on a vendu et justement l'argent qui rentre, en fait, dans le compte et du coup, nous, les investissements aussi qu'on fait. Ouais, ça, c'est quelque chose d'important. Et franchement, moi, cette année, l'année dernière, notamment, ça a été ça entre, OK, je veux accélérer dans mon business.
Et pour l'instant, où est-ce que je trouve l'argent? En tout cas, en attendant de pouvoir emprunter à la banque, etc., ce sont mes fonds propres, en fait, qui vont faire que je vais avancer plus vite, en fait. Donc, c'est toujours, en fait, trouver cet équilibre-là de comment je fais, tu vois. Ouais. Moi, je pense que la raison pour laquelle je disais que tu as répondu à la question, c'est justement pour ça, parce que je pense que c'est pas une réponse très spécifique comme ce que Benny attendait. Mais dans le même temps, c'est plus ou moins la réponse qui dit faut que tu ailles réfléchir par toi-même et que tu définisses qu'est-ce qui est important pour toi. Oui. Parce que je sais plus comment il s'appelle, Rami Sethi. Voilà, où il a toute la philosophie de j'aime bien ce qu'il fait. Living your rich life. Oui. Je trouve que c'est très intéressant l'idée de définir clairement ce qui est important pour toi et ce sur quoi c'est OK de spend plus d'argent. Exactement. Et juste sur tout le reste de cut agressivement. Donc ça crée un peu cette réalité-là où tu es toujours dans le mindset de save systématiquement beaucoup d'argent. Mais vu que tu te permets de dépenser sur les choses qui sont importantes pour toi, at the end of the day, tu te sens quand même riche. Tu te sens quand même... tu ne te sens pas restreint dans la vie parce que tu peux dépenser sur les choses qui sont importantes. Mais dans le même temps, tu as parlé de répartition, tu as parlé de tel loisir. Oui. Moi, ce que je remarque, j'essaie de fonctionner un peu de la même manière. Donc, je fais pas ça clairement et peut-être ça fait partie du problème. Donc, j'ai pas, par exemple, un compte où j'envoie directement l'argent. Je sais que là, il y a que l'argent que je vais dépenser pour les loisirs, par exemple, tu vois. Mais j'ai un peu cette structure-là dans ma tête où je me dis, bon, voilà, pour ce voyage-là, je vais dépenser tel montant. Et tu arrives à tenir? En fait, c'est ça le problème. Donc, le problème, c'est que généralement, je vais me retrouver dans la posture où peut-être que j'ai atteint le budget que je m'étais fixé. Donc, supposons on parle de resto. Donc, peut-être que j'ai un budget pour les restos sur le mois. Mais en plein milieu de mois, pour je ne sais quelle raison, j'ai épuisé mon budget. Mais là, tout de suite, en fait, j'ai très envie d'aller au resto. Mais tu y vas. Est-ce que tu as l'argent pour? L'argent est là. Mais en fait, c'est... Ouais, vas-y, finis. En gros, l'argent, tu vois, en gros, c'est ça le truc. Donc, l'argent est là. Oui. Tu vois, je peux dépenser. Le problème, c'est si je vais... Donc, la plupart du temps, en fait, quand je vais finalement aller au restaurant et que je vais dépenser ce montant-là, dans ma tête, c'est illégal, entre griffes. Donc, je viens de faire quelque chose d'illégal. Et même si c'est pas beaucoup, même si c'est pas une grosse somme, en fait, ça fait que sur ce mois-là, j'ai pas respecté mes règles, j'ai pas atteint mes objectifs. Donc, même si à la fin, en fait, il manque, je sais pas, 100 francs sur mon budget, ça fait comme un gros échec et ça augmente le stress là, en fait. Oui, mais en soi, 100 francs. C'est quoi par rapport à ce que tu gagnes? Là, je dis. Mais en fait, c'est une très bonne question parce que, en fait, il y a deux choses. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles moi, quand je fais un budget sur le mois. Parce que les gens ont tendance à faire leur budget mois par mois pour dire, OK, j'ai dépensé ça. Non, moi, je sais, par exemple, je fais le bilan de l'année d'avant. Et je sais que, OK, en fait, en shopping, voilà ce que je dépense, en fait. En resto, en fait, voilà ce que je dépense, etc. Tu vois, du coup, tu sais, en fait, à l'année, du coup, l'équilibre que toi, tu vas trouver, essaie d'avoir cet équilibre-là peut-être à l'année. Si, par exemple, ce mois-ci, tu as dépensé, je n'en sais rien, moi, allez, 25 € de plus sur ton budget, peut-être que tu trouveras l'équilibre sur le trimestre ou sur le mois d'après, tu vois. Il n'y a pas... En fait, c'est ça. C'est que parfois, on se crée du stress financier pour pas grand-chose, en fait. Et à la fin du compte, en fait, c'est ton argent, tu vois. C'est ton argent. Moi, tout ce que je dis, c'est... C'est de faire des virements à Benny. Oui, fréquemment. Non, mais en fait, on a des objectifs, etc. Mais c'est bien aussi que l'argent
entre guillemets, que chaque euro, chaque franc CFA, en fait, que tu gagnes, qu'il y a sur ton compte, ait un objectif donné. Mais, tu vois, c'est pas grave, en fait, si tu es dans une fourchette et que tu te dis, OK, ce mois-ci, en fait, c'est 200 euros de resto. Bah, si tu dépasses de 225 euros, tu ajustes, en fait, le mois d'après. C'est aussi peut-être l'utilité d'avoir un compte qui est séparé pour ce genre de dépenses où tu sais que, OK, bah, s'il reste de l'argent, la fois d'avant, bah, c'est de l'argent que tu peux encore dépenser le mois d'après ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais une fois que tu as bien défini tes objectifs, tu sais que, OK, en termes d'investissement, voilà ce que je mets. En termes d'épargne, j'ai mon épargne de secours, mais j'ai l'épargne en fait pour les loisirs, j'ai l'épargne pour le shopping, j'ai l'épargne pour le voyage, etc. Une fois que tu as structuré ça, mais si te reste de l'argent en plus, c'est ton argent, mais tu vas pas te frustrer pour tu vois, quelques euros en fait. Ouais, mais en fait parfois c'est bon, si c'est 1 000 euros de plus quand même. Ah, non, mais bien sûr. En fait, je crois que tout dépend du niveau auquel tu es. Parce que lui, je pense pas qu'il va sentir 25 euros de différence de plus, ni 100 euros de différence de plus. Oui. Mais je sais que quand il parle, ça doit être au moins des centaines d'euros, voire des milliers d'euros. En fait, c'est ça le truc. Tu vois. Donc, ça veut dire que ce que tu prévois, tu l'as mal prévu, en fait. Tu vois, et souvent, en fait, moi, ce que je fais toujours un bilan des 3 mois d'avant. Ou alors, tu peux aussi regarder, OK, l'année d'avant, qu'est-ce que tu as dépensé, en fait? Comment tu as dépensé ton argent? Et peut-être qu'il y a des circonstances aussi qui font que, bah, tu as fait plus de restos, etc. Tu vois? Si on est sur des gros montants, peut-être que ton budget, en fait, il a simplement augmenté. Il faut que tu le réajustes, en fait. Parce que si chaque mois, tu dépasses de 1 000 euros, ça veut quand même dire que tu n'as pas bien estimé, en fait, ton budget. Oui, mais ça suppose traquer littéralement chaque dépense. Non, en fait, c'est ce qui contribue. Moi, c'est l'une des choses qui, justement, je pense, contribue au stress financier. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que, en fait, moi, ce que je fais avec mes clients, c'est une seule fois dans l'année, en fait, de regarder ses finances en face et de se dire, OK, voilà, l'argent va aller dans telle direction, etc. Mais une fois que ça, c'est fait et l'utilité, justement, d'avoir des comptes, en fait, qui sont séparés, tu sais que sur tel compte, voilà ce qui passe, en fait. Ouais. Ce qui fait que tu ne fais pas ce calcul mental-là à chaque fois, mais personne. C'est-à-dire que moi-même, je ne fais pas de budget tous les mois. Enfin, je préfère passer ce temps-là à me former sur autre chose, mais on va pas compter. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à tenir leur budget, justement. Parce que personne, mais absolument personne ne va tenir un budget mois par mois à compter, non. Ah, mais moi, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire il y a très longtemps. Mais oui. Compter les budgets. 1, 2, compter combien je dépense à chaque fois. J'arrête de faire. Ce que je fais généralement, vas-y, tu veux dire? Non, vas-y. Ce que moi, je fais généralement, je vais dire, moi, je suis beaucoup plus radical que vous tous, OK? Moi, je suis très carré. Et j'ai toujours été très carré. Je fonctionne plus en objectif. Si je suis dans une phase de ma vie où j'ai besoin d'accumuler de l'argent parce que j'ai envie d'avoir une certaine somme pour me lancer dans un projet ou juste pour avoir une certaine paix d'esprit, OK? Je vais tout faire pour avoir ce montant-là. Je dis n'importe quoi. Prenons un exemple. Supposons que je me dis, pour ne jamais avoir de pression financière, il me faut avoir 20 000 euros en compte en banque. C'est un chiffre arbitraire. Pourquoi je dis ça? Parce que je me dis, en fait, avec 20 000 euros de cash en compte en banque, si mes monthly expenses, donc si mes dépenses mensuelles sont autour de 2 000 euros, il me faut 10 mois pour que ça s'éteigne. Oui. Je sais que peu importe comment est-ce que le monde va mal, peu importe si un autre Covid arrive, je ne peux pas faire 10 mois ça gagner de l'argent. Donc, c'est peut-être mon seuil à moi auquel, en fait, je suis à l'aise avec le fait de ne pas avoir de l'argent, de ne pas gagner de l'argent. Donc, je me dis, si j'ai 20 000, en fait, je sais que ce n'est pas possible que je fasse une année sans rien trouver. Le truc, c'est pourquoi je dis cela. Je ne suis pas un salarié. Je suis un entrepreneur. Oui, bien sûr. La différence avec le type d'entrepreneur que je suis, c'est que je suis un vendeur. Je suis un marketeur, je suis un vendeur. Que le monde aille mal ou bien, le monde aura toujours besoin de vendeurs. Parce qu'il y aura toujours des échanges entre les hommes. Et s'il y a toujours des échanges entre les hommes, je vais toujours trouver une façon de faire de l'argent. Il y a un truc que je dis toujours à ma fiancée, je lui dis, même si je perds tout aujourd'hui, que je n'ai plus rien aujourd'hui,
avant la fin de la journée, je vais trouver un boulot. Elle me dit comment c'est possible. Je dis parce que je sais vendre. Parce que tu vas pitcher. Si je rentre dans n'importe quel kiosque, si je fais du porte-à-porte, avant de finir le porte-à-porte des restos, là, même si je fais 50 restos, que j'ai 40 réjections, ok, j'aurai peut-être 5 personnes qui sont intéressées par ce que je dis. Parce que je vais leur montrer que le gâteau ou le truc qu'ils sont en train de vendre là, je peux le vendre ça 1, 2, 3 euros plus cher. Et donc, automatiquement, je vais leur prouver mes compétences. Et donc, je serai en mesure, en fait, de me faire recruter. Donc, je lui dis, au fond, fondamentalement, j'ai pas peur que mon entreprise se casse la gueule. Parce qu'au pire, si mon entreprise se casse la gueule un jour, je sais que les gens seront... Il y aura le nombre de personnes qui existent aujourd'hui qui seront prêts à engager Benny dans leur business. Il sera plus entrepreneur, mais dans leur business à full time, je pense quand même qu'il y en a, tu vois. Et je me dis, si tu arrives à construire ça, en anglais, on parle de leverage. Je sais pas comment ça veut dire en français. Un leverage. Genre, en fait, le leverage, c'est un peu, en fait, comme un avantage. C'est un levier. C'est un levier, voilà. Genre, c'est un levier que tu construis. Quand tu as tu as ce levier-là. Un levier, ça peut être ta réputation, ça peut être tes compétences, ça peut être ton network. En fait, c'est des choses que, quand tu pars de zéro, tu peux actionner et arriver à 1 ou à 100 ou à 10 très rapidement, en fait. Et pour moi, aujourd'hui, c'est cette compétence-là, c'est cette compétence universelle que j'ai. Donc, quand je disais que j'étais plus carré pour vous que vous, c'était à peu près ça. Donc, comment je fonctionne? Généralement, je vais essayer d'économiser. Moi, je suis tout le temps en mode économe. OK? On va parler de ça, oui. OK, généralement, je suis en mode économie. Mais est-ce que du coup, tu investis en même temps? Non, actuellement, je n'investis pas. Non, écoute, il y a une différence. Il y a une différence. OK. Non, je te laisse finir. Oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand on parle d'investissement, ce que moi, je vois, c'est investissement en bourse, investissement en immobilier et tout. Moi, actuellement, je dirais que j'investis plus en moi-même. OK. Tu vois, j'ai pas de voiture, j'ai pas un truc, tu vois, mais j'investis beaucoup en moi-même, tu comprends. Donc, je me dis, actuellement, à part donc, le train de vie quotidien qui bouffe mon argent, le loyer, manger, tous ces trucs et tout, ce qui prend la plupart de mon argent, ce qui prend mon argent actuellement, c'est les voyages. Voyager ici, aller là-bas, réserver tel truc ici, podcast, c'est ça qui prend mon argent, tu vois. Et moi, à part ça, tout le reste, j'épargne. Tu vois un peu. Et donc, il y a eu des périodes dans ma vie, un peu comme Naël le disait, sur la première année, quand je me suis lancé, 2022, 1er janvier au 31 décembre 2022, sur l'année-là, je crois avoir généré plus de 100 000 euros. Ce qui se passe, en fait, c'est quoi? C'est qu'en cette année-là, un an avant, je gagnais 500 000 francs par mois, ce qui fait même pas 1 000 euros par mois. Donc, imagine, en fait, à passer des mois à gagner 500 000 par mois, à croire que c'est beaucoup d'argent. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que tu crois fondamentalement que c'est beaucoup d'argent. Et tu te retrouves, en fait, à faire des mois. En septembre 2023, je crois que j'avais fait 29 000 euros de chiffre d'affaires. Et tu fais 29 000 euros de chiffre d'affaires, tu encaisses peut-être 13 ou 14 000. Et en fait, tu es juste... En fait, tu deviens tout droit comme ça, figé par rapport à l'argent. Tu sais pas quoi faire de l'argent. Tu sais pas quoi faire avec. Justement, ouais. Et moi, j'ai plein de... C'est très intéressant ce que tu... J'ai plein de cas comme ça parce que, en fait, c'est normal. Parce que le cerveau n'a pas... Le cerveau, il suit pas. Et puis, il y a eu cette période, en fait, où tu gagnais pas beaucoup. Et puis, en fait, d'un côté, là, maintenant, tu gagnes plus. Et puis, ton cerveau te dit, mais... Et si jamais tu perds tout d'un coup? Et donc, c'est le message, en fait, qui revient le plus souvent et qui fait que tu vas être plus dans une phase de j'économise. C'est bien d'économiser. Mais il faut pas oublier, en fait, qu'il y a un truc qui est l'inflation, en fait, par exemple. OK? Où, en fait, l'argent que tu as aujourd'hui ne vaut pas, en fait, la même chose que ce que tu avais, en fait, hier. Tu vois? Et économiser, en fait, peut-être que aujourd'hui, si on prend l'exemple, je sais pas, avant le Covid, en fait, on achetait la baguette de pain, peut-être, 1 euro et quelques, même. Non, la baguette, même, je crois que c'était même 95 centimes. OK? Moi, j'achète la tradition en général, mais je crois que c'est à peu près autour de 1 euro. Aujourd'hui, tu as la tradie, en fait, à 1,35 euro. C'est-à-dire que la même somme, en fait, que tu as accumulée sur ton compte, en fait, et c'est ça ma bataille, en fait, de me dire, c'est bien d'épargner. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que oui, en tant qu'entrepreneur, il faut, en fait, un certain niveau de sécurité. On a tous, en fait, un certain niveau de sécurité. Mais peut-être de garder, un gros montant en épargne, mais de l'autre côté, tu es
tu es profondément convaincu. Et moi-même, quand tu le dis, je suis convaincue que demain, tu as besoin d'argent. Tu feras tout, en fait, pour trouver. Tu vois, du coup, c'est un petit peu paradoxal, tu vois. Tu n'as pas besoin, en tant que tel, de cumuler, en fait, énormément d'argent. Je pense que dans ta façon, en fait, de fonctionner, tu vas être, en fait, le type de personnes qui vont cumuler en fait l'argent parce que ça crée une sécurité. Ça crée justement une sécurité. Bien sûr, ça crée une sécurité parce que tu te dis mais si jamais il se passe quelque chose demain, je sais que je peux m'en sortir, tu vois. Mais tu n'as pas besoin de cumuler énormément en fait, tu vois. Et ça, je parle en fait souvent quand je parle de relation à l'argent, c'est vraiment en fait dans ce type de c'est vraiment en fait ce type de cas quoi, tu vois, où là, en fait, on va aller regarder profondément, OK, pourquoi tu as ce besoin de cumuler? Si demain, si tu perds, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et on va imaginer, en fait, les scénarios. Et en fait, tu vas te rendre compte que, mais en fait, c'est quand je gagnais 500 000, c'est vrai que c'était pas beaucoup d'argent. Et d'un coup, en fait, tu exploses, en fait, ton budget et tu gagnes 3 fois, 10 fois plus. Mais il faut, en fait, on est des humains. Donc, il faut un temps, en fait, pour intégrer ça. Et c'est normal, en fait, de passer par là. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester dans cette étape-là trop longtemps, en fait, d'avoir ces prises de conscience-là. Ouais, mais en fait, le truc qui est intéressant, c'est que moi, je vois un peu une sorte de contradiction, un peu quand tu parles, tu vois, parce que... et peut-être c'est le signe que il y a... Et c'est pas forcément toi, c'est un peu tout le monde, tu vois. Mais tu dis que tu es sûr que si aujourd'hui tu as besoin d'argent, tu peux aller trouver l'argent. Genre, si aujourd'hui, il faut que tu ailles dans les boulangeries et que tu convainques les gens de te donner un job ou de te donner de l'argent, tu sais comment faire ça. Donc, en fait, dans ta tête, tu sais très bien comment te sortir de n'importe quelle... Des pires situations. Des situations compliquées. Mais dans le même temps, tu as tout le scénario autour de je dois avoir 10 mois. Ah non, ce truc-là, je l'avais avant. C'est ce que je t'ai pas précisé. Ce truc, je l'avais avant. Même avant de venir en France, je l'avais. Tu vois, je l'avais, genre, la première année, je l'ai. C'est pourquoi j'arrivais pas à dépenser, si tu te rappelles bien. Jusqu'au point où on a eu des conversations avec lui, on n'avait même pas encore le podcast à l'époque, etc. Où je lui disais, en fait, j'ai peur de dépenser. J'ai beaucoup d'argent, mais j'ai peur de dépenser. Et aujourd'hui, c'est complètement le contraire. Genre, c'est complètement le contraire parce que tu te rends compte, prendre la décision d'aller vivre à Dubaï, je sais pas, les loyers à Dubaï, c'est pas les loyers à Paris, c'est pas les loyers à Cotonou, tu vois un peu. Mais si j'avais toujours ce rapport à l'argent de, il faut pas dépenser, il faut accumuler, il faut toujours avoir 20 000 de côté, en fait, j'aurais pas pris cette décision, tu vois. Et c'est ce que je voulais dire en disant, c'est pourquoi c'était très bien qu'il ait fait cette précision-là. Ça permet en fait à ce que je puisse préciser ce truc. Aujourd'hui, je suis passé par cette phase-là. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un rapport plus mature avec l'argent. Avant, j'étais un nouveau riche. Aujourd'hui, je suis plus un nouveau riche, tu vois. Et quand j'étais un nouveau riche, j'avais ce rapport intime avec l'argent parce que j'avais l'impression que c'était l'argent qui déterminait ma valeur. Je pensais que ma valeur était déterminée par combien j'ai en compte en banque. Et donc, accumuler 30 000, 50 000, 100 000 en compte en banque, ça fait que je me sentais plus riche, plus truc là, pensant que en fait, ma valeur égale à combien j'ai sur mon compte en banque. Mais non. Combien tu as sur ton compte en banque n'est pas égal à ta valeur, en fait, tu vois. Donc, le moment où j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, en fait, il faut que je passe plus de temps à travailler ma valeur. Ça, c'est la première chose. La petite histoire que j'ai vraiment envie de raconter ici, qui est quelque chose vraiment qui m'a transformé et qui m'a fait prendre plus de risques, c'est une expérience que j'ai vécue avec ma fiancée il y a quelques semaines, tu vois. 2 semaines. Même pas 2 semaines, 1 semaine, parce que c'est, en fait, quand j'ai pris la décision d'aller à Dubaï, on en a parlé avec Naël, il était là, on a tourné le sujet dans tous les sens. Du coup, vous êtes tous les deux installés à Dubaï aujourd'hui? Non, lui, il est toujours à Cotonou. Ok, d'accord. Ouais. Donc, on avait la discussion à Cotonou. Quand on était rentré de Dubaï, c'était en mode, qu'est-ce que tu paies, qu'est-ce que tu gagnes, on a tourné le truc dans tous les sens. Ouais. Et en réfléchissant avec lui, on s'est rendu compte que voilà, en fait, il n'y avait pas grand-chose à perdre, en fait. Parce qu'au pire, je pourrais toujours revenir à Cotonou. Mais en partant, quand je suis parti du Bénin, je suis allé en France et tout, que les dépenses ont commencé, pas couler, tout, etc. Tu réfléchis à deux fois, tu vois. Tu double down, tu double check la réflexion. Et j'ai double check la réflexion avec ma fiancée. Je lui ai demandé, je lui ai dit qu'en fait, que j'avais un peu peur. Sincèrement,
c'est pas des choses qu'on dit tout le temps sur Internet, que j'avais un peu peur de ce risque que j'étais en train de prendre. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit, hein, il est au courant de ça. Quand j'ai checké les loyers sur Dubaï et que je lui ai parlé des loyers sur Dubaï, il a dit waouh, ça fait beaucoup d'argent. C'est combien pour avoir une idée? Pour avoir quelque chose de basique. Les studios, tu as des studios réglo à 2000. Oui, des studios. Oui, réglo, ça. T'es pas encore dans une chambre, 2 pièces, etc. Tu vois. Donc, si tu vas avoir les 2 pièces... C'est comme être dans le centre de Paris, en fait. Exactement. En gros, c'est des studios qui ne ressemblent pas à... Enfin, t'as vraiment un petit truc, quoi. Un petit truc, quoi, avec un lit, une table, une chaise, quoi. Oui, tu vois. En gros, encore un studio qui ne ressemble pas à un décor de film d'horreur. Oui, carrément. Tu vois un peu ce que j'ai dit. Et tu payes 2000. À Paris, 2000, tu as un bon truc. Tu peux avoir un bon truc, tu vois. Et maintenant, imagine, en fait, si tu vas avoir 2 pièces. Tu es dans les 3500, 4000. Il y a même des loyers à 7000 juste pour 2 pièces, tu vois. Donc, les trucs, ça coûte vraiment cher. Et là, en fait, en plus, je ne te parle pas de la zone. Genre, en fonction de la zone également, tu peux te retrouver, si tu es proche vraiment du centre, des bons trucs et tout, tu peux te retrouver à avoir un studio à 3000, 3600, 4000, tu vois. Donc, j'ai dit ça, j'ai dit, waouh, si je vais me retrouver à dépenser ça tous les mois, plus le train de vie là-bas, manger, parce que là-bas, j'ai pas mon cuisinier, là-bas, j'ai pas mon équipe de ménage qui vient travailler pour moi, tu vois. J'aurai pas ma fiancée à côté, genre, je vais devoir m'occuper moi-même de plein de trucs. Quand tu considères tous ces trucs-là et que tu fais le point, ça fait beaucoup d'argent dépensé par mois, tu vois. Qui n'était pas la quantité d'argent que je dépensais avant. Donc, la réflexion, c'est de savoir, OK, what's the worst case scenario, comme on dit en anglais, genre, quel est le pire scénario qui puisse arriver? Elle m'a posé la question pour pouvoir évaluer la peur. Et c'est pourquoi j'ai adoré la conversation. Et je l'ai dit, le pire scénario, c'est que j'arrive à un niveau où je ne gagne plus assez pour mener ce train de vie là, et que je commence petit à petit par rentrer dans mes économies, que je me retrouve à un moment donné où je mets fin à mes économies, où je vide mes économies, et je me retrouve peut-être à perdre la face, à être obligé de rentrer, repartir de zéro, à ne plus avoir rien, etc. Elle dit, OK, supposons que ça arrive. Quand elle a dit ça, c'est un peu comme s'il y a une peur qui m'a envahi, un peu comme si c'était arrivé. Elle dit, comment est-ce que tu te comportes si aujourd'hui tu n'as plus rien en compte en banque, toutes tes économies, où tu te sens riche, millionnaire, etc. C'est pendant qu'on te prend tout, tu as tout dépensé à Dubaï, tout est fini. Comment est-ce que tu t'en sors? Je lui ai dit 2 choses. Je lui ai dit, première chose, si je ne perds pas ma réputation, ça veut dire tout ce que j'ai construit, mon image que j'ai construit, ma communauté, si je ne perds pas ça, je pourrais faire de l'argent en claquant des doigts en un mois. Pourquoi? Il me suffira de lancer une nouvelle cohorte de n'importe lequel de mes accompagnements. Même si je n'ai pas 10, 15, 20 personnes, j'aurai 2, 3 personnes, je ferai 2, 3, 4 000 euros de chiffre d'affaires et je pourrai repartir. Maintenant, dit, OK, supposons pire encore que tu perds ta réputation, parce que la réputation, c'est un leverage, c'est un levier. Et le fait d'avoir ce levier-là, je sais que je pourrais toujours travailler dessus, la monétiser pour partir dans une nouvelle dimension. C'est la raison pour laquelle on investit dans le podcast. Je ne sais pas si les gens le sachent, mais ça coûte des centaines d'euros pour enregistrer des podcasts de cette qualité. C'est pas que des centaines. Non, mais c'est vrai, en fait. C'est des milliers d'euros parce que tu vas prendre le studio. Après le montage. Il faut payer la personne. Il faut maintenant uploader. Avoir un community manager. Mais c'est beaucoup d'investissement, tu vois. Mais on fait cet investissement-là. Pourquoi? Parce qu'on construit un levier. L'objectif, c'est pas de vendre quelque chose aux gens qui suivent le podcast, mais c'est de construire un levier qui, derrière, après, peut rapporter plus d'opportunités. Maintenant, imagine que tu perds ce levier-là. Si aujourd'hui, le branding de Nina Finance, ça se détruit. Peut-être pas en bad buzz, quelque chose. On te retrouve, je dis n'importe quoi, nuit quelque part, et puis c'est fini. Tout part en couille. Bon, déjà par expérience, ça ne détruit pas, ça n'a pas forcément détruit. Ok. Mais imaginons. Supposons. Supposons qu'en fait, quelque chose du genre arrive. Oh non, franchement, la personne que je suis, je pense en tout cas. Je pense que c'est le genre de choses qui peuvent pas arriver. Oui, mais en fait, le truc, c'est quoi? Le truc qui est bien avec cette conversation-là... À moins qu'il y a un ex qui m'a fait un prank et je ne sais pas, pardon. Oui, mais tu sais pas, en fait. Genre, le truc, c'est de supposer le pire. Dès que tu sors d'ici, tu vas faire un check. Donnez-moi mon téléphone.
Non, mais c'est vrai, en fait. Genre, c'est le truc de supposer le cas le pire, en fait, possible dans lequel tu peux te retrouver. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, supposons que cette réputation-là, tu la détruis comme ça avec un truc sur Internet, et puis paf, tout part en couille, tout le monde se désabonne de ton compte, il n'y a plus rien. Zéro follow. Zéro follow. Tu passes de 60 000 abonnés à zéro follow. Comment tu fais? Et il m'a posé cette question-là. Et j'ai réfléchi, je lui ai dit, si je perds ma réputation, ça veut dire que je ne peux pas lancer de cohorte, ça veut dire que je ne peux pas faire du coaching, je ne peux pas parce que mes clients me payent parce qu'ils me font confiance. Ça veut dire que, ok, je ne peux pas faire ça. Mais peu importe comment ma réputation est détruite, tu peux mes compétences... Non, attends, la réputation, ça prend du temps. C'est pas un truc que tu construis en 3 mois. Comment tu survis en 3 mois si tu es à la rue? Alors que tes compétences, alors que je suis compétent. Donc, ma réponse a été, même si ma réputation n'est pas en couille, mes compétences sont toujours là. Elle ne te quitte pas. Elle ne me quitte pas, en fait. Peu importe comment on me fait de la mauvaise publicité, ce que je sais faire, je sais le faire, tu vois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir dans mes contacts, et c'est des choses que peut-être j'enseigne dans mes formations. Je vais voir la liste de mes contacts. Je vais dire, OK, qui sont les gens qui sont dans mes contacts aujourd'hui que je sais que je peux aider? Quels sont ces gens à qui je sais qu'aujourd'hui, en leur apportant de la valeur, je peux gagner de l'argent? Je vais faire le point. Je vais voir Naël, je vais voir Nina, je vais voir Diaratou, je vais voir toutes les personnes que je connais. Ces gens-là, leur réputation est toujours truc là. Je vais contacter Nina. Je dis Nina, ok. Voilà et tout. Là, actuellement, je suis en train de me chercher et tout. Je vais peut-être pas dire ça parce que je suis un bon vendeur. Donc. Il va pas dire ça. Je vais me poser des questions stratégiques pour savoir, ok, est-ce qu'actuellement dans ton business, tu as par exemple besoin de copywriter, quelqu'un pour écrire tes posts, tu as envie de déléguer par exemple ton closing, ton système de vente, Ah, ok, tranquille. Si tu as envie de le déléguer, je peux te proposer une offre irrésistible. Je te dis, parce que je sais comment construire des offres. Je te dis, ok, je te demande pas de me payer. Tu n'auras rien à me payer. Je prends une commission sur les ventes. Et sur le premier mois, si je te ramène pas 10 ventes, on arrête le contrat. Fais un truc comme ça. Les 2-3 premières semaines, vu que je sais que toi, tu as la réputation, tu ramènes le lit, je te close des clients, je te fais des chiffres. Tu commences pas à me payer. Je sais que si, par exemple, maintenant, on passe sur un contrat de peut-être 10, 15, 20%, et qu'en un mois, je te fais 10 000 euros, je pars avec 2 000 euros. Maintenant, imagine ça. Je le fais avec 2, 3, 4 personnes. Parce que les contacts, je les ai déjà. Tu vois, ça, c'est il vient de vous donner une astuce. Mais c'est vrai, c'est une astuce en vente, en fait, tu vois. Et je prends tous ces contacts-là. Si je contacte 100 personnes en une journée, et si j'ai rien à faire, de toute façon, j'aurai le temps pour le faire. Je vais contacter tout le monde. Et je vais dire, OK, Naël, aujourd'hui, comment je peux t'apporter de la valeur dans ton business? Nina, comment je peux t'apporter de la valeur? Ulrich, comment je peux t'apporter? Et je vais écrire à tous ces gens. C'est un bon vendeur. Hein? Et je vais finir, en fait, tu vas pas trouver, mais des gens dans ce lot qui vont payer quelque chose. Donc, dit, tu as la solution. Et la conclusion de cette histoire-là, ça a été, en fait, même si aujourd'hui tu échoues complètement, à moins qu'il n'y ait plus personne sur terre chez qui tu peux prendre l'argent, tu trouveras toujours quelqu'un à qui tu vas vendre tes services, tu vas vendre tes compétences, parce que ça ne pourra jamais te quitter. Donc, ma relation avec l'argent que j'ai aujourd'hui, c'est plus une relation d'amour où je l'embrasse, mon agent, mon compte bancaire, je suis avec ça comme ça. Non, c'est plus ça. Non, je fais plus ça, tu vois. C'est plus une relation de frère, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Aujourd'hui, on a envie de passer à un autre niveau. On a envie de faire d'autres choses. Tu es là. Ça fait des années que je t'ai construit là. Aujourd'hui, aide-moi. Aide-moi à aller faire le voyage sur Dubaï. Aide-moi à pouvoir construire ma carrière. À rencontrer, je sais pas, des gens que j'aurais jamais pu espérer rencontrer. À rentrer dans des levels, remonter mon leverage à un autre niveau. Ok, je l'aide à le faire. Je sais que je dépense ces milliers d'euros là, mais le retour sur investissement, il sera beaucoup plus grand. C'est ce que tu disais tout à l'heure de, est-ce que l'argent que tu as, en le dépensant, tu peux atteindre plus facilement ton million? Donc, je dépense l'argent aujourd'hui dans l'objectif d'atteindre plus rapidement mon million. Donc aujourd'hui, moi, c'est mon rapport avec l'argent et comment est-ce que ça a évolué, changé en fait. Donc en fait, 2 choses. Donc, la première chose qui est intéressante par rapport à ça, c'est l'idée du pire scénario. Parce que je ne sais pas si tu connais il y a quelqu'un à qui c'est déjà arrivé en vrai. Donc, tu connais le Fire Festival? Non, Fire Festival. Donc, en gros, je crois, il y a quelques années, je ne me rappelle plus quelle année c'était exactement, il y a un jeune homme qui a décidé d'organiser un festival sur une île reculée où il y aurait plein de célébrités, il y aurait plein d'artistes, plein de gens qui sont normalement très difficiles à accéder. Ces personnes-là seraient sur la petite île, ce serait plein de jeunes et il y aurait la fête tout un week-end. Donc, c'était le Fire Festival. Ils ont communiqué dessus.
Je ne sais plus trop. Je pense que les billets c'était très cher. C'était peut-être à plus de 1000 balles pour avoir les tickets. Les places. Pour avoir les places pour le festival. Ils ont overbook, donc ils ont oversell pour le truc. Festival. Et finalement, les gens arrivent le jour du festival. Donc déjà, ce truc-là, ça a créé plein de problèmes dans l'organisation, dans la manière dont les choses se sont passées. J'ai suivi un podcast après où le gars, il a raconté en background, il y a eu plein de problèmes qui faisaient que c'était déjà très compliqué. Donc, les gens viennent sur le truc, ils se rendent compte que il y a rien. Ils sont sur une île où c'est pratiquement désert, il y a pas d'installation pas de pour fête, le festival. Les gens commencent à être très nerveux, les gens commencent à réclamer leur argent. Il y a rien qui se passe, ils sont obligés de passer la nuit là, ils sont obligés de dormir dans des tentes. Il y a pas de nourriture, il y a pas d'eau à boire, donc c'est un fiasco total, c'est le chaos. Et du coup, le gars, finalement, je pense qu'il s'est pris une amende parce qu'il avait des investisseurs. Il s'est pris un procès, en fait. Mais donc, ils n'ont rien fait. Non, il n'y a pas eu de festival. Les gens ont dû rentrer chez eux le lendemain. Certains ont dû... C'était des conditions... Ils ont passé la nuit dans des conditions horribles. Oui. Il y avait la boue. Il n'y avait pas d'endroit où se poser, en fait. Donc, c'était vraiment... Donc, imagine, tu vas dans l'espoir de rencontrer, je ne sais pas, Kanye West, et après, tu dors dans la boue. Donc, ça, en fait, c'est ça le scénario, tu vois. Donc, tu imagines bien que tous les gens sont très furieux par rapport envers le gars. Il y a une grosse plainte qui est déposée. Il y a un gros procès. À la fin du procès, le gars, il est reconnu coupable. Donc, l'organisateur du truc, il est reconnu coupable. Je crois qu'il a fait du temps en prison. Il a une grosse amende de plusieurs millions de dollars qu'il doit payer pour dédommager les gens et payer les investisseurs aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que le gars, dernièrement, en fait, j'ai appris qu'il est en train de lancer un nouveau projet. Je pense que, techniquement, il a été banni de demander des fonds sur des projets sur une certaine période, en tout cas jusqu'à ce qu'il ait fini de rembourser ce qu'il doit payer après le procès. Mais le gars, du coup, il a trouvé une autre idée, en fait, donc un truc un peu plus safe, où il est en train de monter une sorte d'agence de médias façon, en fait. Et dans le podcast que j'ai suivi, il parlait des projections. Et tu sens en fait que somehow, dans tous les cas, il va finir par gagner de l'argent avec. Parce qu'à la fin du procès, il s'est retrouvé vraiment à rien. Genre, il a 0 francs. Il a une grosse dette qu'il doit payer maintenant. Sa réputation est morte. Plus personne ne veut lui donner de l'argent. C'est un scandale international. Donc, c'est même pas... Il peut pas aller faire... il peut pas aller chercher un job. Il peut pas aller postuler un job. Oui, parce que c'est son nom, quoi. Voilà, s'il se retrouve en interview, les gens vont savoir. Il n'y a pas moyen de ne pas savoir que c'est lui. C'est aux États-Unis, ce truc? Oui. Donc, tu vois, lui, par exemple, malgré tout ça, il s'est quand même retrouvé dans une position où, voilà, il est en train de lancer un projet qui est un peu une sorte de boîte de service, mais qui fait aussi dans la tech. Donc, c'est un petit truc qui va lui permettre de pouvoir se reconstruire et d'arriver à un truc. Donc, en fait, ça, c'est vraiment déjà la preuve que dans tous les cas, tu vois, même dans le cas extrême, donc toi, tu essaies d'imaginer un scénario hypothétique où tu perds toutes ces choses-là. Ouais. Voilà quelqu'un à qui c'est arrivé et qui, quelque part, est en train de trouver le moyen de s'en sortir. Donc, ça veut dire que c'est possible. Maintenant, la deuxième chose qui est délicate par rapport à cette mentalité-là, c'est tout ce dont on a parlé avant. Donc, on parlait de construire une richesse générationnelle. Donc, en fait, moi, je doute très fort que si tu es dans la mentalité où tu n'as pas de sécurité du tout, où tu vas vraiment avec le flow, ou bien tu investis toujours massivement sur ce que tu penses. Donc, tu prends toujours de gros risques et que tu investis toujours massivement sur ce qui pense qui va t'apporter quelque chose dans le long terme, en considérant que tu n'as pas toujours la certitude que ça va arriver. Donc, en fait, dans cette logique-là, je trouve que c'est difficile de parler de construction de richesse générationnelle parce que si tu fais ça, donc tu perds tout ce que tu as, tu recommences de zéro, tu vas contacter, déjà, tu peux pas, le truc de aller voir les gens dans tes contacts, tu peux pas faire ça 10 fois. Donc, ça, c'est une carte. Oui, mais tu vas pas repartir à 0 10 fois, quoi. Oui, mais en fait, c'est ce que je dis. Avec ce mindset-là, donc avec le mindset de
j'ai pas peur de perdre de l'argent, j'ai pas peur de repartir à zéro en fait. Tu es vraiment dans la position de je prends tous les risques nécessaires. Et en fait, ça fait que s'il y a pas de parce que dans ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai pas entendu de limite. Tu comprends? Genre j'ai entendu je pense à aller à Dubaï, je peux perdre tout, c'est pas grave parce que je sais comment m'en sortir. C'est bien. Mais dans le même temps, en fait, c'est compliqué quand tu es dans une logique de... Je pense que si tu es dans une logique de construire quelque chose pour le futur, c'est peut-être ce qu'il faut éviter. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de devoir recommencer à zéro à chaque fois. Oui, en fait, je pense que c'est comme on disait au début, tout est question d'équilibre aussi, en fait. C'est que pendant que je fais ça, il faut avoir une limite, en fait. C'est que moi, aujourd'hui, j'investis dans ma boîte, dans mon entreprise, mais on va dire, moi, en tant qu'individu, je continue mes investissements, en fait. Je n'ai pas arrêté depuis 4 ans où j'ai plus le même salaire, où mon salaire est divisé par 2. Pourtant, je gagnais vraiment très bien. J'ai gardé, en fait, je me suis dit, ma limite, c'est que je n'arrête pas mes investissements. Ouais. Tant que, en fait, OK, je mets de l'argent dans ma boîte à moi, mais la limite, c'est que, OK, il faut quand même que j'ai telle somme, en fait, sur mon compte bancaire, parce que ça me crée la sécurité, mais je vous avoue que ce que j'avais avant et ce que j'ai aujourd'hui, c'est pas la même chose. Et j'ai fait un travail sur moi pour pouvoir me dire, OK, je me sens quand même en sécurité, parce que moi, j'en suis arrivée à ma sécurité ne dépend pas, en fait, de l'argent qu'il y a sur mon compte, en fait. Mais vraiment, pour aller dans cette idée-là on continue de créer une richesse générationnelle, c'est tout l'intérêt, en fait, de continuer à investir, même si c'est des petites sommes, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que non, il vaut mieux avoir énormément avant d'investir, mais il y a plein de stratégies d'investissement où on peut y aller au fur et à mesure. Et dans ce que Benny dit, je comprends, oui, le fait que on y va parce qu'on n'a pas peur, mais voilà, je suis d'accord avec toi dans le sens où il faut aussi des limites, en fait, pour se dire, OK, ça, je le fais jusqu'à un certain point, ou je le fais sur telle période, c'est-à-dire je me laisse 1 an. Je me laisse 1 an, je le teste, mais je flambe pas tout, quoi, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, comment je parle souvent, c'est des détails que je mets pour être clair dans l'histoire. Oui, bien sûr. Et parfois, en fait, généralement, quand on raconte une histoire, qu'on met trop de nuances, on perd l'impact de l'histoire. Toi, tu es un storyteller. Moi, je suis un storyteller, tu vois. Donc, quand je raconte une histoire, je commence à te dire, mais en fait, j'ai apporté un truc de tel... Non, mais pour l'anecdote, c'est-à-dire que là où on enregistre, je crois que le café à côté, c'est Storyteller Café, en fait. Café, quelque chose de ça. C'est-à-dire qu'il était tout dans le détail, en fait. MDR, si tu cherches quelque chose où investir. Voilà. Ah ouais, je devrais investir ici. Non, mais plus sérieusement, genre, bien sûr, j'ai mes limites. Tu vois, bien sûr, j'ai mes limites. Il faut. Je te donne un exemple. L'objectif a été de faire un test sur 6 mois. OK, donc, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça, tu ne l'as pas dit au départ. Oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est ce que je dis. Et c'est pourquoi, généralement, on dit... C'est pas tout, on dit sur Internet. Oui, bien sûr. Sur Internet. Et c'est pourquoi, moi, les entrepreneurs que j'accompagne, généralement, quand je fais du storytelling avec eux, j'ai 2 types d'entrepreneurs. Il y a les types d'entrepreneurs qui me disent « Ah non, mais Benny, ce que tu dis là... » Mais je dis « Non, en fait, c'est ce que tu racontes. Ce que tu racontes, c'est pas toujours la vraie vie à 100%. Parce que si tu dois donner toutes les nuances... qui font que la vraie vie est la vraie vie, les gens vont jamais te lire, en fait. Parce qu'il y a tellement de nuances que, généralement, les nuances font que c'est ennuyeux. Oui. Tu vois un peu? Oui, il faut parler avec nuance, mais trop de nuances également, ça tue la nuance, tu vois. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai fait un test. Ok, je suis pas fou non plus, ok? J'ai fait un test sur 6 mois. Je suis parti de Cotonou le 22 décembre. Décembre, ok. Ouais, donc là, tu as jusqu'au mois de mai-juin. Mai-juin. Donc là, mon billet retour, il est pour le 20 juin. Ça, c'est le secret que je relève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis donné 6 mois exactement pour faire l'expérience, tu vois. Et pendant ces 6 mois-là, là, je suis en train de passer pratiquement 2 mois en France déjà. Dans ces 6 mois-là? Dans ces 6 mois-là. Tu ne prolonges pas de 2 mois après? Je ne prolonge pas de 2 mois après. Donc, je suis en train de passer ça. Tu sais pourquoi je suis en train de passer ce temps-là? Parce que, lui, il le sait, parce que je me suis dit... L'argent que je vais utiliser pour faire le voyage sur Dubaï, c'est un argent ou c'est un fonds qui va venir de l'argent que je vais générer en France. Ok.
Tu vois un peu? Ça, j'aime ça. J'aime ces esprits-là. Voilà, ouais. tu vois. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que pour quitter le pays, pour revenir en France, j'ai juste pris dans mes économies, ça, c'est pas un problème. Oui. Mais en France, je me suis dit, OK, il faut que je gagne assez pour pouvoir financer mon voyage sur Dubaï. Tu vois un peu? Ouais. Donc, c'est ce qui s'est passé. En janvier, je gagnais pas assez pour financer très bien le voyage comme je veux. Ouais. Donc, j'ai prolongé le séjour en février, en France en février, Oui. pour pouvoir, en fait, tu vas être bien, le temps de vraiment booker Pour les trucs y comme j'ai aller. envie de les booker et tout, parce que je passe ce truc de, en fait, en quittant Cotonou, je me dis, l'argent qu'il y a à Cotonou, c'est pas mon argent. Oui. C'est plus pour moi. C'est ce que je dis, Oui, tu le laisses de côté. je le laisse. Je dis, au pire, là, quand on ça va à Cotonou, on chauffer. sait qu'on est touriste, quoi. Tu vas à Cotonou. Ça Même va. si on sait que, bon, on commence de zéro, tu vois. Ouais. Et le truc qui est bizarre, c'est que personnellement, je sais pas, j'ai un peu ce sentiment que j'aime le goût de repartir de zéro. J'aime le risque. Ouais. Ça a un goût spécifique, tu vois. Surtout quand tu prends le risque, un risque calculé, mais en plus un risque où, je vais pas dire, un risque qui te permet de rejouer la partie. Tu vois. Là, je sais que, OK, au pire, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que si j'échoue en France, j'échoue à Dubaï, je vais repartir à Cotonou le 20 juin. En repartant à Cotonou, je sais que, OK, arrivé à Cotonou, je peux toujours mener la vie que je menais et j'ai toujours assez de fonds pour repartir, aller jouer le jeu, tu vois. Donc, le fait d'avoir pris la décision que l'argent que je vais dépasser à Dubaï, c'est un cash que je vais générer en France, ça fait que, en fait, je ne puise pas complètement mes économies de Cotonou et je me retrouve, en fait, à me mettre dans une situation où je me force à générer Tu es assez obligé de cash. de réussir. Je suis obligé de réussir. Donc, je me mets, en fait, dans des conditions où je suis obligé de réussir parce que c'est la seule option que j'ai là, en fait. Genre, le pire, encore une fois, je dis que lui le sait, mais en fait, je suis allé, pour te donner un petit exemple, jusqu'à laisser mes 4 banquets à Cotonou. Pour te dire le niveau que j'ai arrivé. Toi, tu aimes le challenge et surtout, tu as le goût En fait, tu as le goût du risque, je pense, et tu as ce besoin sans doute de te challenger. De me challenger peut-être moi-même. aussi pour prouver que, mais en fait, je peux recommencer je peux le faire. Et oui, mais c'est pas toujours pour avoir pris des gros risques, vraiment pour avoir pris des vrais risques la fin d'année dernière. Oui, en fait, ça permet aussi de faire un vrai travail sur soi, de se dire, de se répéter, mais je suis capable, je vais y arriver. Et en fait, de se dire, OK, mais si ça ne marche pas, je n'ai pas d'autre choix, en fait. Il faut que je réussisse, en fait. Et ça pousse, en fait, dans les limites où parfois où tu vas te sentir un peu mais je suis un peu fatiguée. Oui, c'est ça. Non, il faut se botter les fesses et on y va, quoi. Enfin, je te donne un petit exemple. Avant, j'étais très gêné de faire des relances pour les clients, pour recevoir des paiements. Oui. Je suis quelqu'un en relance de clients. Je suis très smooth. Je n'aime pas mettre la pression à mes clients parce que avec mes clients, je construis un rapport vraiment de confiance où même quand on arrête de travailler, tu vois. Mais quand je me suis mis dans cette situation, tu n'as pas le choix. En fait. J'ai pas le choix. Donc je fais des relances, je suis en mode excusez-moi, mais je m'en fous actuellement. Même là, il faut pas s'excuser parce que et ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi, c'est que les gens n'ont aucun souci en fait à recevoir de toi, mais il y a des gens honnêtes et on le respecte, et c'est très bien. Mais là-dedans aussi, quand on est entrepreneur, il y a ça. Moi, j'ai dû me forcer à me dire, mais OK, si j'ai pas mon argent, je commence pas le job, en fait. Mais non, en fait, c'est ça, parce qu'à une époque, c'était, bon, OK, on va commencer, ça fait que l'argent rentre, tu payes en 2 fois. Non, moi, mais paiement en 2 fois, pardon. Tu ne veux plus. Non, parce qu'en fait, c'est tellement... C'est du temps perdu. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Pour moi, personnellement, c'est du temps perdu parce que ce temps-là, je peux le consacrer à faire autre chose. Et en fait, souvent, quand on est salarié, en fait, tu vois, normalement, tu vas pas réclamer ton salaire tous les mois. C'est-à-dire que ton salaire, il est censé tomber. Naturellement. Voilà, c'est ça. Tant que tu as travaillé. Ça, c'est important. C'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Mais en fait, quand on arrive en fait en tant qu'entrepreneur, c'est des choses qu'on doit apprendre et ça fait aussi partie de notre relation en fait à l'argent, de se dire je réclame mon dû en fait, c'est vraiment mon dû et c'est pas donne-moi mon argent. Non, j'ai fait ma prestation et c'est logique d'avoir mon argent en fait. Ouais, en fait, moi je préfère cette version-là de l'histoire que la version storytelling où c'est en mode
je vais dans le risque. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a beaucoup... C'est vrai que présenter des histoires avec des nuances, ça dilue l'impact de l'histoire. Mais dans le même temps, dans la vie, en général, la plupart des choses viennent avec des « ça dépend ». Tu comprends? Toujours. Et si tu es en train de... Si tu veux partager quelque chose qui est en mesure d'inspirer des gens ou d'instruire des gens ou quand même d'avoir un impact sur les personnes, je trouve que c'est intéressant parfois de revenir, de parler en fait des... Ah non, je suis en train de faire ce truc-là. Mais X, Y, Z. Je vais pas rentrer derrière, je vais pas mendier ou je vais pas me retrouver à la rue quand ça va péter, tu vois. Parce que quelqu'un de moins avisé pourrait le prendre de façon crue. Et quand tu y penses, si tu remontes à nous, nous deux en 2018, quand on était en train de venir en France pour la première fois, on était ce genre de personnes-là qui, en écoutant quelque chose du genre, auraient été prêts à aller prendre un risque ridicule, à se mettre dans des positions pas confortables. Et après, dépasser la barre où c'est compliqué de revenir sur ses pieds, c'est compliqué de reprendre le jeu, en fait. Là, écoutez les amis, la vraie vie, c'est pas du storytelling. La vraie vie, c'est pas ce que vous lisez sur Internet. Non, mais c'est vrai, en fait. La vraie vie, c'est pas du storytelling. Le storytelling, on le fait, on le dit pour inspirer les gens, pour pousser les gens à l'action, pour pousser les gens à nous faire confiance, à nous aimer, etc. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune biographie qui est rapprochée de la réalité. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a aucun film. Genre, regardez juste l'adaptation cinéma de la vie des gens. C'est à mode de rire parce que généralement, la vie des gens, elle est beaucoup plus ennuyeuse ou elle est beaucoup plus dramatique que ce que les gens racontent au cinéma. Mais au cinéma, on raconte les choses d'une façon à pouvoir garder le spectateur déjà à fleur de peau, mais du début jusqu'à la fin du film. Les objectifs sont différents. Dans la vie réelle, l'objectif, c'est pas de te garder jusqu'à la fin du film. Non, l'objectif, c'est de suivre. Et c'est complètement différent. Donc, je pense que c'est un truc à remettre dans les contextes, comme tu as dit. Oui. Les amis, gardez dans la tête, la vraie vie, c'est pas le storytelling. La vraie vie, c'est pas les posts que vous lisez sur les réseaux sociaux. Les posts que vous lisez sur les réseaux sociaux, je dirais, c'est peut-être 50% au plus de la partie la plus visible de l'iceberg. La vraie vie des gens, c'est beaucoup plus dark que ce qu'on ne pense. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on ne pense. C'est beaucoup moins rose, souvent, qu'on ne pense. Parfois, c'est plus rose pour certains même que ce qu'on ne pense, parce que certains n'affichent pas tout, ok? Exactement. Et donc, ne croyez pas tout, en fait. Il n'y a personne qui peut vraiment venir raconter tout ça sur Internet. Même quand on vient vous dire des choses en mode, oui, on documente notre parcours, on vous montre notre chiffre d'affaires, etc. Tout ça, c'est contextuel. C'est de la stratégie, c'est réfléchi, c'est bien fait. Donc, au cas, je parle aux esprits non avisés, ok, qui nous écouteraient, donc prenez les choses avec des pincettes. Ne soyez pas comme Naël et moi en 2018 où on voulait aller casser la barre de nos parents pour partir en France. Non, prenez des reculs, prenez des risques. Mais une phrase de Oussama Hamma que j'adore, qui est, il avait dit, je ne sais pas en 2017 ou en 2016, il disait, prenez toujours des risques qui vous permettent de rejouer la partie. Ça veut dire quoi? Prends tous les risques que tu veux. Mais si ce risque-là, au cas où ça se passe mal, si ça t'empêche de pouvoir rejouer le jeu, bah ça ne sert à rien en fait. Parce que si c'est le cas, game over. Et si game over, il n'y a plus rien pour toi, tu vois. Donc, c'est super important donc, de sortir un peu du storytelling, etc. Dernière question que je vais donc poser à vous deux sur laquelle on va clôturer le truc, c'est... je vais poser la question en 2 temps. Et vous allez répondre en 2 temps. Premièrement, si vous partez de zéro aujourd'hui, que vous perdez vraiment tout, là, tout de suite, quelle est la première idée qui vous vient dans la tête pour pouvoir vous en sortir? Et ensuite, deuxième question, c'est comment vous investissez votre argent? Combien de pourcentage? C'est ce que je vais entendre, j'aime les pourcentages. Aujourd'hui, en fait, vous mettez... Aujourd'hui, je ne parle pas d'il y a 1 an, il y a 2 ans ou dans 2 ans dans le futur. Vous mettez dans votre... dans l'investissement, que vous accordez à l'investissement. Et surtout toi, Nina, parce que tu es l'experte de ce soir, quel est le pourcentage que tu recommanderais à toutes les personnes qui font plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois? Alors, moi, personne... Alors, donc, il y a 2 questions. La première, si je devais recommencer de zéro, je pense que je serais consultante. Soit consultante... en finance pour les entreprises, ou alors
je reprends mon métier d'avant, consultante en informatique, parce que j'ai 12 ans de bagages derrière moi. Mais en tout cas, ce qui me fait plus vibrer quand même, c'est l'argent. Donc, je serai consultante. J'irai vraiment vers les entreprises dans un premier temps. Mais tu vois, les discussions qu'on a eues là, ça me rappelle, moi, une phrase, c'est que tout ce qu'on sait, on le sait. Le premier investissement, c'est celui qu'on fait en nous-mêmes, en fait. Et ça, on le perd jamais, en fait. Donc, oui, si je devais recommencer, je serais consultante, soit pour les entreprises ou... Dans tous les cas, j'irais vers les entreprises parce qu'elles ont plus de cash pour me payer rapidement. Et je m'assurerai, en fait, d'être payée rapidement parce que oui, les entreprises ont de l'argent, mais parfois, elles mettent plus de temps, en fait, à payer les gens, en fait. Donc, c'est ça. Et les deux autres questions, en fait, alors, quelle est la part de mes investissements la part de mes revenus qui vont dans les investissements? Je pense que là, je dois être à peu près dans les 30% à peu près. Okay. Ce qui est énorme, je crois. 30%. Parce qu'aujourd'hui, je n'épargne plus pour épargner. C'est que tout ce qui sort de mon compte, c'est les investissements. Donc, j'investis en bourse. J'investis un petit peu en crypto. Il faut que je reprenne les cryptos quand même cette année. Mais voilà, je suis un peu limitée à niveau cash. Et après, il y a mes investissements en SCPI et puis assurance vie. Donc oui, les quatre là, c'est à peu près dans les 30%. Là, ce que j'aimerais vraiment développer dans les prochaines années, c'est vraiment l'immobilier. Pour marcher sur les pas de mon grand-père, n'est-ce pas? Légende, grand-père légende. Et si tu as plusieurs milliers d'euros, ta question est difficile, honnêtement, parce qu'en fait, si tu as plusieurs milliers, c'est pas parce que si tu as plusieurs milliers d'euros, toi, Béni, tu as plusieurs milliards d'euros, et moi, Nina, je sais pas, dans 5 ans, j'ai 2 enfants, on va pas investir de la même façon, tu vois. Peut-être que moi, je vais plus penser à mettre un peu plus d'argent dans ma retraite, etc. Et je vais commencer à penser aussi à l'éducation de mes enfants. Peut-être que j'aime voyager parce que ça fait longtemps que j'ai pas voyagé. Là, pour le coup, je vais reprendre les voyages, tu vois. Donc, en fait, la part d'investissement, ce que j'aimerais vraiment que les gens... Je sais que tu veux des chiffres, mais... Je kiffe comment tu le fais parce que... Non, parce qu'en fait, ça dépend toujours, voilà, en fait, des objectifs, tu vois. En fait, ça dépend. Ça dépend. En fait, c'est pour ça que les gens demandent toujours dans quoi je dois investir. Moi, Nina, je ne sais pas. Mais par contre, si tu me racontes, si je sais l'histoire de ta vie... Il faut prendre les coachings de Nina. Ah, ma foi, vous avez tout compris, en fait. Comment se vendre. C'est vraiment, en fait, toujours partir de tes... Tu peux avoir plusieurs milliers d'euros. Peut-être que ton objectif, c'est avec ces milliers d'euros-là, tu vas me dire, Nina, moi, en fait, dans 2 ans, je ne veux plus travailler. Donc, en fait, on va regarder qu'est-ce que tu vas mettre en place, en fait, comme investissement. Peut-être que, allez, c'est 60, j'en sais rien, c'est 50% et que pendant ce temps-là, tu es OK de vivre avec peu. Mais en fait, tu mets en place des investissements de façon drastique pour que tu aies un retour sur investissement dans 2-3 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend toujours, en fait, de l'objectif de chacun, tu vois. En tout cas, un bon conseiller ne te dira jamais... Mais X, non, parce que en fait, il va toujours partir de qui tu es. Si je fais ça, c'est sûr que tout le monde va nous écouter, ils vont se dire, ah, mais c'est génial, Nina a dit ça. Mais non, je ne connais pas ta vie, je sais pas quelles sont tes contraintes. Peut-être aussi que tu as des problèmes, je sais pas, quelqu'un qui a des problèmes de santé, va pas investir de la même façon. Donc je pars de mes objectifs et à partir de là, je me dis, OK, pour atteindre cet objectif-là, combien de temps j'ai? Par contre, je peux répondre à, OK, pour ton objectif-là, combien de temps? Est-ce que tu as 2 ans? Est-ce que tu as 3 ans? Et en fait, on va aller regarder dans les types d'investissement, celui qui va t'apporter un tel retour sur investissement de ce que tu attends dans 2-3 ans. Mais en général, quand on investit, on est sur du long terme. Donc, on va pas investir, en fait, pour 2-3 ans. Vraiment, les investissements, on va être à partir de 5 ans et plus. Et c'est là où aussi... Parce que qui dit investissement dit prise de risque, en fait. Et donc, on va vouloir lisser le risque. Et justement, c'est le temps, la durée, en fait, qui permet de lisser le risque, en fait. Wow. Perfect. Donc, je trouve c'est... Donc, par rapport à la première question, déjà, moi, je pense que j'ai pas... pendant toutes les années où j'ai bossé avec
différentes personnes. Je pense que la valeur ou le truc le plus intéressant quand je travaille avec les gens, c'est que les gens aiment travailler avec moi. Et même les personnes avec qui j'ai arrêté de bosser, je sais que j'ai toujours laissé une très bonne impression avec chacune de ces personnes-là. Donc, c'est un peu mon truc. Je sais que si aujourd'hui, en fait, je perds ma source principale de revenus, j'ai pas un carnet de clients comme Benny ou une audience, ou en tout cas pas encore. Mais je sais que... Avec ce millions, tu es une star maintenant. Ouais, d'accord. Donc, je sais quand même qu'il y a pas mal de personnes avec qui j'ai déjà travaillé, qui savent plus ou moins ce que je peux leur apporter sur un projet. Et tout ce que j'ai à faire, c'est aller refaire une liste de ces personnes-là, entrer en contact avec chacune de ces personnes, savoir sur quoi est-ce qu'elles bossent dans le moment, revenir avec un pitch sur en quoi est-ce que je peux leur être utile et juste facturer ça, quoi. Donc, je sais que ça, c'est le moyen le plus simple actuellement si je dois penser à un fair enough. Donc, ouais. Tu vois, même toi, je sais que je sais pas, tu as envie de me facturer encore. Donc, tu es trop fort. donc c'est ça. Maintenant, par rapport à comment tu investis? Ouais, moi je pense que actuellement j'ai pas de réponse vraiment parce que je fais un peu les trucs. Je sais pas si tu te rappelles un épisode où je t'ai dit que j'avais mis quelques sous en crypto et tu étais surpris parce que j'ai pas vraiment de stratégie actuellement. C'est un peu vraiment au feeling. Donc si dans le moment il y a un truc qui est dans ma tête ou que je me dis faut que je fasse ce truc là, je vais faire ça. Donc même si c'est par rapport à l'immobilier par exemple. Donc, je pense que c'est un peu le problème que j'ai. Le fait que j'ai pas vraiment un plan, une stratégie en mode voilà les choses sur lesquelles je pense que je peux investir ou que j'ai envie. Si on a encore 2 minutes, du coup, pourquoi tu n'as pas ce plan-là? Parce que là, ça m'intéresse. Je pense que c'est plus la flemme. La flemme, ok. Ou tu n'as pas pris le temps encore de le faire. Ouais, c'est ça. C'est juste que j'ai pas pris le temps. Et aussi, le gros challenge que je trouve par rapport à tout ce qui est investir, c'est que je me dis, avant d'investir dans quelque chose, il faudrait que tu aies un certain niveau d'information par rapport à la chose. Oui, je suis d'accord. Donc, que ce soit, quand tu parles de crypto, par exemple, tu ne peux pas jeter ton argent sur les cryptos. Il faut que tu ailles faire tes recherches, que tu saches de quoi tu parles. Pareil pour l'immobilier, que tu comprennes comment choisir la zone. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que tu dois payer des taxes? Qu'est-ce que tu dois faire après que tu as acheté l'investissement? Donc, moi, généralement, le truc, c'est, OK, il faut que j'aie du temps pour pouvoir faire le travail, pour pouvoir aller m'informer, pour pouvoir me documenter. C'est de trouver le temps, en fait. Oui, donc c'est plus ça. Du coup, je me retrouve à dire, non, bon, je vais faire ça après. Tu vois. Donc, moi, mais pourtant, en fait, je dis souvent aux gens, excuse-moi, je te coupe, mais c'est quand on est jeune, justement, qu'il faut faire ça. Mais je comprends pour accompagner des cadres et parfois aussi des entrepreneurs. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps. Mais en tout cas, on peut mettre quelques petites choses en place. On peut soit, en fait, déléguer à quelqu'un, mais il faut juste se dire que, OK, je ne vais pas gagner le même gain, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a une part que je vais payer, en fait, à la personne. Mais ne serait-ce que de prendre 1 heure, 2 heures de rendez-vous, ça te fait gagner du temps, ne serait-ce que sur ta stratégie, en fait, de crypto-monnaie, par exemple. Où là, en fait, tu navigues un peu à vue, mais de prendre 2 heures de coaching avec moi, justement. C'est pourquoi je vous dis que tout le monde dans cette vie doit apprendre à vendre. Parce que moi, par exemple, maintenant, si j'étais Nina, mais à la fin de cet appel, je close des clients. Non, mais je ne vais pas attendre. C'est-à-dire que là, je vois son téléphone là-bas. J'attends juste de prendre son numéro de téléphone. Elle le fait en live. Ouais, c'est ça. En fait, être vrai entrepreneur, c'est ça. Elle le fait en live sur le podcast. Donc, en fait, les gens qui trouvent des raisons pour ne pas vendre, en fait. Mais franchement, moi, je comprends pas si Nina, elle est capable de vendre son podcast à son host. C'est même pas elle est host. Elle est fou. C'est fou. C'est pour dire que le président va l'inviter. Moi, je vous dis, le président va l'inviter. Elle va closer le président.
en live comme ça. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce non, mais que c'est le bon mindset. Hein. Ah, je te promets. C'est vrai. J'ai même oublié qu'on était dans un podcast, tu vois. J'ai dit en même temps, non, je fais pas. Elle m'a dit, ouais, ça m'intéresse. La première règle en vente, c'est d'apprendre à écouter son client. Ouais, très important. Voilà. Très important. Et surtout, on exclut ce soir pour vous un client riche. Mais voilà. Je déconne. Et si je m'appelle riche. C'est-à-dire que là, à ma gauche, j'ai un client riche et là, à ma droite, j'ai un autre client riche. C'est-à-dire que non seulement je vais te closer, Naël, je vais te closer toi aussi. Mais c'est que comme Benny a besoin de son projet là pour Dubaï, peut-être que Benny peut être un raccourci pour moi parce que mon agenda en ce moment. Les gars, on va faire du business ensemble là. Donc franchement, ça fait plaisir. Nina, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que ça a été fait de façon un peu très brusque. Non, mais c'est un plaisir pour moi. Plaisir partagé. En fait, quand on est venu, tu vois, moi, je devais préparer mon voyage, lancer des trucs, gérer des trucs. Lui-même, de son côté, c'était pas facile. Un déménagement, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Donc, chacun avait ses trucs. Lui, il a ses voyages, Valence, plein de trucs. Donc, on n'était pas sur place. Donc, il est venu juste il y a quelques jours. Je pense que c'est la personne qui me faut. Oh, franchement. Et voilà, donc, on s'est dit quand même, parce que lui doit partir bientôt, on s'est dit, il faut qu'on fasse un épisode de dingue sur Paris avant de partir. Et voilà, c'était un plaisir. Pour conclure, moi, je dirais, en fait, pour répondre à la question, je sais que j'ai déjà répondu, mais j'ai envie de donner 2-3 tips, en fait, au cas où il y a des entrepreneurs qui nous écoutent. C'est, moi, aujourd'hui, comme j'ai dit, d'abord, j'ai adoré la façon dont vous avez expliqué si vous partez de zéro. Moi, aujourd'hui, je ne pars pas vraiment de zéro parce que je ne pourrais plus, de toute façon, partir de zéro dans ma vie. Ça, c'est clair. Je pense que ça, c'est déjà la première chose. C'est aujourd'hui, j'exhorte tous les entrepreneurs à travailler, que ce soit leur réseau, les leviers qu'ils ont, leurs compétences, tout, pour se retrouver un jour dans une position où ils ne peuvent plus jamais partir de zéro. Donc, au fond, en fait, zéro, ça ne sera plus jamais zéro pour eux. Ça peut être zéro en cash, mais zéro à autre chose, tu vois. Et donc, c'est important de pouvoir travailler ça. Et Naël disait aujourd'hui qu'il n'a pas une grande audience, etc. Mais il a des contacts et tout. Mais pourtant, Naël, aujourd'hui, est en train d'investir dans ce podcast avec moi. Naël est en train de construire un autre levier pour dire que, en fait, c'est quelqu'un qui pense qu'il est un entrepreneur, construit des leviers, en fait. Donc, c'est super important de penser levier et de vous dire, ah oui, je travaille et tout, mais qu'est-ce que je construis à côté, un peu comme Nina l'a dit, investi et tout, pour qu'à un moment donné, j'ai à moins travailler et à gagner plus. Et c'est en construisant des leviers. Donc, pour moi, aujourd'hui, si je démarre de zéro, premièrement, ce que je vais faire, c'est aller dans mon répertoire, voir des gens à qui je peux proposer mes services, même pas aller sur Internet, prospection, rien du tout, directement dans mon WhatsApp. J'ai plus de 2000, 3000 contacts. Voir dans ces contacts-là qui a besoin de mon service. Comme Naël a dit, voir dans ses contacts qui a besoin de ces services avec qui il a déjà travaillé, repositionner le besoin de la personne, qu'est-ce que tu fais, de quoi tu as besoin actuellement et en quoi est-ce que je peux t'aider, se repitcher et conclure une vente en fait. C'est la façon la plus simple de faire des ventes parce que c'est des gens qui vous connaissent déjà. Il y a déjà le rapport de confiance et donc c'est facile de closer. Et après cela, du moment où je commence par faire mes premiers milliers d'euros, encore une fois, je vais recommencer par construire des leviers, création de contenu, investissement, etc. Et de l'autre côté, en termes d'investissement, donc la deuxième question, c'est en termes d'investissement. Moi, aujourd'hui, dans quoi j'investis personnellement, c'est en moi-même. Formation, voyage, levier, visibilité, image, tous ces trucs. C'est en ça que j'investis parce que je me dis, si cette image-là, elle devient grande, elle a de la valeur, elle sera à un niveau où, en fait, je pourrais la monétiser comme je veux, tu vois. Et donc, voilà. À part ça, en termes d'investissement parallèle, je pense cette année investir beaucoup dans l'immobilier. Commencer simplement. Tu dis, il faut vraiment qu'on se passe. Ok, super, super. Sinon, moi, cette année, j'avais prévu investir dans l'immobilier, acheter des parcelles un peu au Bénin et tout. Investir en Afrique, à Cotonou, tu vois, acheter des parcelles. Non, ici, pas pour le moment. Je me dis, à Cotonou, il y a beaucoup d'opportunités. Les parcelles sont en boom et ça prend très vite de la valeur. Donc, si j'investis dans une cinquantaine de parcelles, je me dis, d'ici 5 ans, ça pourrait être très bien, tu vois. Donc, j'ai envie de bien appliquer le conseil de Vital qui est 50-50 en termes d'investissement. Mais après, j'ai envie... Tu as entendu ça aussi? Voilà. J'ai envie de discuter avec toi pour savoir ça. Mais voilà, l'objectif cette année, c'est par rapport à ce que je gagne en dehors des frais que je dépense dans mon entreprise et tout,
les leviers que je construis, etc. C'est de l'autre côté, investir dans l'immobilier. Crypto-monnaie, tout ça, je ne branche pas trop, mais immobilier, tout ça, et on verra. Donc, c'était un plaisir d'avoir vraiment enregistré ce podcast avec vous sur Paris. Merci à vous deux. Ça a été un plaisir. Je n'ai pas vu le temps passer. Ouais, idem. J'espère que les auditeurs auront plaisir à nous écouter, mais j'ai appris avec chacun de vous. Et je sais pas, au prochain million. Au prochain million. Merci. Donc, partagez la vidéo. Là, franchement, le podcast est en boom actuellement. Partagez si vous avez aimé. Commentez. Dites-nous dans les commentaires surtout comment est-ce que vous aurez fait si vous repartez de zéro aujourd'hui. Quelle est la stratégie que vous allez mettre en place pour générer vos premières dizaines d'euros, vos premières centaines ou milliers d'euros si aujourd'hui vous n'avez plus rien, vous avez tout perdu et que vous devez repartir de zéro. Sur ce, on se dit au prochain épisode.